lutte professionnelle est une forme de théâtre. On dit souvent que c'est du théâtre extrême. Ça prend un méchant et un gentil. Ça prend le bien versus le mal qui vont s'affronter. Dans la lutte, il y a vraiment un affrontement. Pour créer un super-héros, là, ça prend un maudit bon vilain. On est devenu l'équipe la plus détestée à la WWE. Au niveau de la lutte, la qualité qui rejoint probablement la famille Rougeau au grand complet, c'est le sens du spectacle. C'est comme si c'était dans leur chaîne depuis des générations et des générations. Mon oncle Johnny, il faisait pleurer les femmes. Il avait un charisme, les gens l'aimaient. Moi, j'avais un style un peu plus robuste, un peu solide. Mon Rougeau, c'était un gars qui pouvait tout faire. Mais les Rougeau, c'était l'équipe number one. Les frères Rougeau étaient excellents. Une affaire qui est sûre, c'est que quand Jacques Rougeau fait quelque chose, ça fait de la bonne télévision. Jacques, c'est un naturel. C'est un vendeur. Moi, j'étais un gars qui était haute voltige. C'était magique de lutter avec Hulk Hogan. C'était un privilège. C'est des personnes avec une prestance. C'est des personnes qui sont respectables et qui veulent se faire respecter. Mon père, c'était un gars qui avait des valeurs de vie, des principes. Jacques Rougeau, il avait une parole. Les gens, ils avaient peur de mon père parce qu'il était reconnu comme un dur à cuire. Quelqu'un toucherait à quelqu'un de la famille Rougeau, il n'entendrait parler de tous les autres. Il n'y en a pas un qui est dominé. On est tous des dominants. Je pense que le nom Rougeau, ça veut dire lutte professionnelle, comme le nom Villeneuve veut dire course automobile. Ça a un saut. Dans l'histoire de la lutte, il faut mettre les Rougeau en lol. Il y a une famille, une seule, qui a été présente dans toutes les époques. Et ça, pourquoi les fans sont en adulation depuis des années et des années. Et cette famille-là a un nom. Là, on est sur le lac Pontbriand. Moi, je suis à Rawdon depuis 1987. J'ai acheté le terrain. D'ailleurs, il est derrière nous, là-bas. Puis la raison que je suis venu ici, c'est parce que mon père était installé, puis j'aimais le coin. Après ça, il y a eu ma sœur Joanne qui est venue s'installer. Mon frère Jacques qui est venu s'installer aussi. Armand aussi. Tu sais, fait que c'est mon père qui a été l'instigateur de tout ça. On arrive chez mon père, ce qui est le drapeau fleur de lys en haut. Mon père s'affiche clairement. Je m'affiche aussi. Oui, oui. On pourrait dire qu'on était une famille assez politisée, oui. Je suis devenu conseiller municipal ici à Rawdon en 2002. Puis à mon 4e mandat en tant que conseiller municipal. L'amour du bateau, ça, c'est depuis que je suis bébé. Mon père a toujours aimé l'eau. On a eu des bateaux. J'étais petit gars, j'étais assis sur ses genoux. On va dire honnêtement, on a eu une très belle enfance. On restait sur le bord du fleuve, Saint-Sulpice. On a eu beaucoup de plaisir. Puis le fait que mon père était connu, la famille était connue à cette époque-là, ça nous a jamais comme frappé parce qu'on est venu au monde dans une famille qui était connue. Fait qu'on a grandi là-dedans, c'était normal. Moi, j'adore la campagne, j'adore la nature. J'aime aussi pas mal la solitude. Mon hydravion, ce que j'aime encore, c'est d'aller encore plus loin dans la nature. J'aime me perdre comme ça. Là, c'est les trophées de chasse. On peut voir, il y a des côtés, ça, c'est panache de caribou, panache d'orignal. J'ai commencé à 27 ans à chasser. Puis la chasse, il y a mon frère Armand puis moi qu'on est 2 chasseurs dans la famille. On était pas juste 2 frères, mais on était les meilleurs amis aussi tout au cours de notre vie, puis on l'est encore. Et ici, j'ai mon petit gym parce que j'aime toujours m'entraîner. J'avais des choses qui me restaient de la lutte, puis j'ai dit, tiens, ça fait comme un petit décor dans mon gym. Et quand j'étais commentateur avec mon père, des photos de lutte, mais les bottines de lutte que je portais quand j'étais à WWF, dans le temps qu'on était les Fabuleux.
Après ça, ici, avec mon père, mon oncle Jean, ça, c'est le soir qu'il a pris sa retraite, en 1972. C'est de là, là, il restait mon père et moi à continuer le nom de la famille. J'ai 17 ans là-dessus. Ça, c'est un beau souvenir. Ça, c'est le combat de boxe que j'avais fait contre Owen Hart. Et puis c'est là la photo avec mon fils qui a le bras dans les airs. Là. J'étais revenu, ça faisait 6 ans j'avais pris ma retraite de la lutte. Ça, c'est un beau souvenir. Puis ça, c'est les gants de boxe qu'on avait portés pendant ce match-là. D'avoir mon fils là, d'avoir pu faire vivre ça, là, ça a été ce qui m'a touché le côté émotif dans ma carrière. Je suis pas nostalgique. Je vis dans le présent. Je m'assois pas et je regarde le passé et je dis « Ah, le bon vieux temps ». Non. Ça fait partie encore de ma vie. Je suis encore Raymond Rougeau, le lutteur. Je suis rendu Raymond Rougeau, père de famille, politicien, retraité, mais je suis encore Raymond Rougeau, le lutteur. J'ai eu une passion dans ma vie, ça a été la lutte. On est dans l'entrepôt à Pointe-aux-Trembles, mon entrepôt de l'école de lutte. C'est ma 2e année que je suis ici, 1 an et demi à peu près, 2 ans. C'est ici qu'on rôde toutes les shows aussi. On fait nos chorégraphies ici, puis je veux pas que personne voie ce qui se passe tant qu'on n'arrive pas en show. J'en ai qui commencent à 10 ans, puis ça va jusqu'à 60 ans. Quand tout le monde veut réaliser leur rêve. Hein? Ouais, ben on arrive, là. On arrive à mon local. Voici mon dungeon. Comme tu peux voir, je me garde toujours des bons petits souvenirs ici et là. Pour les élèves aussi, c'est inspirant quand ils voient tous les accomplissements de 39 ans de carrière. Quand je regarde ce mur-là, la première affaire qui me vient en tête, c'est mon père, avec Maurice Mad Dog Vachon. Et puis, mon père, ça a toujours été mon idole. Si je me demandais dans la vie, c'est qui mon idole, c'est mon père. Je me rappelle, là, depuis l'âge de 6 ans, je voulais être une vedette. J'aimais ça, j'aimais l'attention que mon père avait, j'aimais l'attention qui était apportée, j'aimais les privilèges aussi. Le monde, ça rencontrait mon père partout où j'allais, puis mon oncle Jean, puis le respect que le monde donnait, c'était vraiment comme « Bonjour, Monsieur Rougeau », puis mon père, il avait toujours une image, puis tu sais, c'était comme, il fallait qu'il fasse bien dans la vie, puis il fallait que... J'aimais ça, ce rôle-là dans la vie, puis je me disais « Moi tout, je vais lutter un jour, puis je vais être un champion ». Qu'est-ce que je peux te dire ici pour ça? Ben écoute, j'ai un bon moment ici. Ça ici, pour moi, c'est beaucoup. C'est l'icône de la lutte. Tu sais, c'est fou, là. C'était la Hulk Harmony, c'était la grosse affaire. Puis le fait que lui, il ait accepté de lutter contre moi au Centre Molson, puis de me laisser gagner. Fait qu'à partir de là, ma notoriété dans la lutte est devenue assez haute, puis je le méritais pas. Honnêtement, je le méritais pas, mais par la part des choses que je t'expliquerai à un moment donné, mais il m'a donné cette faveur-là, il m'a fait cette faveur-là. Ma mère ici. Ma mère est décédée, elle, il y a quelques années, là, ça doit faire 4 ans qu'elle est décédée. Puis on a juste une mère. Puis ils vont dire que ma mère, moi, c'est fou de comment est-ce qu'elle était bonne pour nous autres. Je pense que ça couvre ma vie au complet. Je pense à mon oncle Jean en haut, mon père, puis la première génération, mon grand-oncle ADOG, puis mes frères, qui est la 3e génération. Puis ça continue, parce que, regarde, si tu regardes en haut ici, j'ai mes fils. J'ai Émile puis Cédric, là. Mais c'est le fun, en tout cas. On a 4 générations. Le premier Rougeau qui a lutté, ben c'était pas un Rougeau. Son nom, c'était Eddie Auger. Il a commencé à lutter dans les années 40 et dans les années 50, il a entraîné plusieurs lutteurs au Québec, dont ses neveux Jacques et Johnny. C'est un peu l'héritage que Eddie Auger aura laissé à la lutte professionnelle et à la famille Rougeau d'avoir entraîné ses neveux et de s'être assuré d'une continuité de cette grande famille qui est devenue les Rougeau. J'ai des très beaux souvenirs de lui. Lui, c'était toujours celui qui avait le cœur sur la main, qui voulait
s'amuser avec les jeunes. Quand ils venaient à la maison, on avait une piscine, puis ils jouaient dans l'eau avec nous. Ben oui, mon grand-oncle Eddie, c'était le plus fin. C'était le gars le plus généreux. Il avait jamais une scène dans ses poches. C'était un gars bonasse. C'était effrayant, Léogé. Mais un gars capable, par exemple. Puis il avait ses convictions, puis il les tenait. C'était un lutteur pas trop spectaculaire. C'était ce qu'on appelle un mat wrestler. Sur le plancher, des prises, des choses comme ça. C'était pas un pour donner des savate, des ciseaux de tête, rien de ça. Mais dans les années 40-50, c'était ça, la lutte. Quand sont venus les années 50, la venue de la télévision a vraiment rendu la lutte professionnelle à un niveau de popularité jamais accédé ici au Québec. Et est arrivé, dans la deuxième moitié des années 50, justement, les neveux d'Eddie, Johnny et Jacques. Johnny en premier, qui a été le tout premier rougeau, proprement dit, à faire de la lutte professionnelle. Et on voulait de Johnny qui devienne la prochaine grande vedette ici au Québec, qui soit le dauphin, en fait, d'Yvon Robert. Il lui a enseigné la clé de bras japonaise. Yvon Robert était le spécialiste, c'est lui qui avait innové ça, puis il avait enseigné ça à mon oncle Jean. Fait que c'était un peu comme, en passant le flambeau, bien, on passait aussi la tradition de la clé de bras japonaise. Et puis plus tard, mon oncle Jean me le léguait à moi dans mes débuts. Mon oncle Johnny, excuse-moi de père, mais il était plus beau que toi. Les femmes tripaient plus sur mon oncle Johnny, il avait un charisme incroyable. Mon père, c'était un tough, beau bonhomme, mon père, un peu comme John Wayne. Mais mon oncle Johnny, il faisait pleurer les femmes. C'est là que Montréalais reprend l'avantage. La savate, une des spécialités de Rougeau. Pour moi, Johnny Rougeau, des années 50, mais avant que moi je sois lutteur, déjà, lui, c'était la vedette. C'est lui qui a mis le nom Rougeau sur la map. Il aimait beaucoup le public, il aimait beaucoup les gens. Et puis, ça traversait l'écran sur la télévision. C'était son habilité de communiquer et de connecter avec les gens. C'était sa grande force. Mon oncle Johnny, c'est un homme d'affaires. C'est un homme, il était bras droit à René Lévesque. Il était président de la Ligue junior majeure du Québec. Il était propriétaire d'un club de nuit qui s'appelait le Mocambo. Tous les gros artistes, ça venait au Mocambo à Montréal. Il s'ennuyait du monde de la lutte. Alors, lui a reparti la promotion de lutte au Québec. Johnny, c'était un naturel comme promoteur. Mais Johnny, c'était un gars qui était tellement occupé dans d'autres choses que la lutte. Et puis, c'était plutôt avec son frère Jacques que j'étais ami. Jacques, il y avait une ferme à Saint-Sulpice. On avait des chevaux, puis on avait fait de l'équitation. C'était des belles années, ça. J'ai vraiment attendu descendre d'autres gens. Et puis, dans l'arène, les gens y croyaient à Jacques Rougeau. Il était tellement convaincant que ça traite mon père, parce que c'était un boxeur, fait qu'il faisait bien paraître ça au bout. Puis à un moment donné, il y a eu la confrontation entre la lutte Grand Prix, parce qu'il y avait une opposition, une autre sorte de lutte. Il y avait les As de la lutte Grand Prix. Puis on fait un mélange des deux. Puis le combat principal, c'était mon père qui défendait les As de la lutte, puis Maurice Mad Dog Vachon à la lutte Grand Prix. Puis ils sont arrivés dans l'arène. Mon père, il a donné un méchant crochet de droite. Puis jusqu'à aujourd'hui, je peux pas dire si c'était arrangé ou non. Pendant que mon oncle Jean était propriétaire du Mocambo, mon père, 6 pieds 4, 240 livres, était doorman au Mocambo. Les marins, ça venait de partout à travers de la planète, ça venait boire là, puis c'est mon père qu'il fallait qu'il sorte quand ça marchait pas. Les gens, ils avaient peur de mon père parce qu'il était reconnu comme un dur à cuire, un gars qui cherchait jamais le trouble. Mais si quelqu'un cherchait le trouble, ça durait pas longtemps. Mon père était tellement respecté. Mon père, c'est un vrai tough. Mais quand tu y parlais, là, il n'y avait pas plus diplomate, il n'y avait pas plus poli que lui. C'était un gars qui avait des valeurs de vie, des principes, et mon père a toujours été adoré. Encore aujourd'hui, après 30 ans, 35 ans, on se voit. Puis ça va tout le temps être un ami. Les années 60-70 ont été le deuxième âge d'or de la lutte au Québec et les Rougeaux étaient vraiment au cœur de l'action. Il y avait Johnny, qui était promoteur et lutteur, son frère Jacques, et on a vu les débuts de la troisième génération de Rougeaux, c'est-à-dire l'aîné de Jacques, Raymond, qui a fait ses débuts en 1971. Et
Les plus jeunes de la famille ont également, à cette époque-là, Jacques Junior, Joanne, Armand. C'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à rêver à une carrière dans la lutte professionnelle. On est arrivé à Saint-Sulpice en 63. On arrivait de Montréal et c'était le paradis pour les enfants, le bord de l'eau, le fleuve Saint-Laurent. On n'était pas une famille riche, mais on était une famille choyée. J'ai toujours été une fille qui a voulu suivre les gars, qui a voulu faire comme les gars, qui a voulu être avec les gars et qui a voulu me lancer dans la lutte comme les gars, m'entraîner avec mon père comme les gars, mais qui a eu un blocage qui s'appelait papa parce que c'était pas bien vu pour une femme à l'époque de tout faire ces choses-là. Mon père, quand je le voyais dans l'arène, oui, c'était mon père, mais c'était pas la même personne qui venait nous laisser là, dans le hall d'entrée du centre Paul Sauvé. C'était une image, c'était un idéal de tout le monde, puis j'embarquais avec la foule dans ce monde-là, dans ce milieu-là. C'est dur d'être un enfant d'un parent connu, puis de rester humble. Mais il faut que tu gères puis tu deals avec ça. Une affaire que moi, j'ai pas été capable quand j'étais jeune. Quand j'ai appris que la lutte s'était arrangée, la première fois que j'ai su que la lutte s'est arrangée, mon père avait lutté à Trois-Rivières. Puis là, on était assis dans le vestiaire, puis à un moment donné, de nulle part, il est venu me voir, puis là, il m'a dit à moi, il dit... Et je pense qu'il dit, il est temps, il dit, il faut que je t'explique quelque chose. Il dit, pose-moi pas de questions, là, mais il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Je pense qu'il était Trois-Roues pour parler à mon père. J'étais assez en maudit après, parce que mon héros, il venait de s'effondrer. Mon père, il était une grande vedette dans le temps. Je le voyais comme sur un piédestal que j'étais pas capable d'atteindre. Je pense que j'ai eu de la misère à m'adapter au nombre. Beaucoup. La lutte, je l'avais comme par-dessus, comme espoir. J'avais 13 ans, je me suis fait frapper par un auto. J'avais passé 6 mois dans le cloud. Dans la famille, on était tous des gagnants. Puis à cause de cet accident-là, moi, j'ai pris un pas d'arrière, puis je filais pas être capable de regagner le dessus. Mon père, c'était un entêté. Écoute, il avait réussi, puis il voulait que la famille soit ensemble, puis... dans ces années-là, j'étais un petit peu le mouton noir. C'est sûr qu'il y avait Raymond qui poussait, puis il était beaucoup concentré dessus. Puis c'est correct, parce que c'était le premier, puis il était embarqué beaucoup. Puis après ça, il y a eu Jacques qui a suivi en arrière de moi. Moi, je te dirais honnêtement, j'ai toujours été jaloux de mon frère Raymond, un peu dans le sens que c'était l'aîné de la famille. C'est pas dans la lutte. C'était plutôt l'attention que mon père donnait à Raymond que j'ai été jaloux dans ma vie, moi. La lutte, non. Quand Raymond commençait à lutter, puis il luttait contre Don Serrano. Puis quand il luttait avec une équipe avec Denis Gauthier, père, là, puis c'était contre les frères Castillo, puis tout ça, moi, j'étais sur le bord d'arène. Puis il était bon, Denis Gauthier, puis Raymond jouait ensemble. J'aurais aimé ça, moi aussi, tu sais, vivre un peu dans ce milieu-là. Quand je suis partie, je me suis mariée, bien, j'ai tombé un peu dans ça, parce que mon premier mari, là, qui est le père de mon fils, il faisait de la lutte aussi. M'être mariée à 17 ans, c'était complètement la façon de me révéler. Mon fils Denis, dès l'âge de 6 ans, je te dirais, tu lui demandais ce qu'il voulait faire dans la vie, c'était un joueur de hockey. Il aimait beaucoup la lutte, il aimait suivre Raymond, pratiquer Raymond. Mes frères, ils l'ont passé au cash. J'ai commencé à m'intéresser à la vie de culturisme par l'intermédiaire de mon mari à l'époque. Et j'ai commencé à compétitionner en 1975. J'ai gagné Miss Province de Québec, j'ai gagné tous les provinciaux. C'était vraiment le début d'une carrière de 7 ans, mais vraiment intéressante. J'ai adoré ce milieu-là. Raymond Rougeau, c'est un gars qui pouvait lutter avec un gars de 185 livres ou qui pouvait lutter avec un gars de 285 livres puis encore avoir un combat formidable parce qu'il connaissait sa lutte. Puis c'est un gars qui pouvait bouger dans l'arène et il était en condition pour le faire. Comment ça va, Raymond? Ça va bien, merci, vous. Côté lutte, c'était mon père. Côté image publique, c'était mon oncle Jean. Je voudrais que tu me donnes tes impressions des premiers combats que tu as livrés
Cap-de-la-Madeleine, à Joliette, à Sherbrooke. Ben, vous savez, j'étais énervé pour les premiers combats, mais ça s'est bien tourné. Ça a bien tourné. Bien franchement, on peut dire que ça a bien tourné parce qu'il a brisé plusieurs records d'assistance. Il m'a enseigné, on peut dire, la façon qu'on doit se comporter en public. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Raymond Rougeau. Il s'en va le guérir. J'arrivais dans un moment où la lutte était très, très forte. On a fait beaucoup de publicité sur moi. Alors, les gens avaient des grandes attentes. Mon oncle avait un style, mon père avait un style. J'essayais pas d'imiter aucun style, je voulais être moi-même. Et par ma nature, je suis un gars très discipliné, très compétitif. J'aime que ça soit solide. J'avais une réputation d'ailleurs d'être un lutteur assez solide. À 16 ans, je poussais 300 livres sur le bench press. Fait qu'à 20 ans, je poussais 400 livres. Et je peux souligner naturel. Parce qu'on connaît toutes les histoires que ça, j'ai toujours été naturel. L'entraînement, c'était sacré. Le respect même de mes adversaires, le respect du métier, le respect des fans, c'était primordial. C'est un gars sérieux. Puis il avait un but d'envie de faire un succès avec sa vie, puis il l'a fait. Dans l'arène et en dehors de l'arène. Je l'admets, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus arrogant. Mon père m'avait dit à moi, il dit, écoute-moi bien, kid, là. T'es bien mieux d'être gentil et être fin avec tout le monde en montant dans la vie. Parce que tu vas en dépasser une gang, t'es bon. Mais il dit, si t'es traite comme moi de rien, il dit, à un moment donné, tu vas te mettre à redescendre. Puis il dit, quand tu vas te mettre à redescendre, tu vas toutes les recroiser, ce monde-là. Puis il dit, si t'as été fin avec eux autres, ils vont empêcher ta chute. Mais si t'es traités comme moi de rien, ils vont tous se tasser puis vont dire, ah ouais, pète-toi la gueule. C'était pas une surprise que mon frère veuille faire carrière dans la lutte. Mon père l'a entraîné. Il avait même fait monter une arène. On avait une écurie. On restait à Saint-Sulpice. Il avait monté une arène de lutte dans l'écurie. Ben, on le voyait que c'était naturel. Puis la lutte aussi, que ce qui est bien important dans la lutte, là, c'est que, surtout avec la télévision, c'est de savoir parler sur un micro. Puis Joe qui est capable. Il y avait le charisme, puis il y avait une habileté naturelle aussi. Je luttais déjà depuis 16 ans, puis 15 ans dans les petites places, des sous-sols d'église, puis des affaires de même. Mais à 17 ans, je mesurais 6 pieds 2, je pense. En tout cas, j'étais un grand échalote, puis j'étais maigre comme tout. Puis même mon surnom, c'était Bones, tu sais, on m'appelait les os. Mais j'étais bon lutteur, bon. Puis là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, je m'en vais sur la route. Je m'en vais apprendre à lutter. Mon père, il partait à rire, il disait, mais voyons donc, t'es un squelette, il va-t'en pas sur la route. Aidez-moi ma mère. J'ai dit, man, j'ai besoin de 500 pièces. J'ai dit, je m'en vais à Calgary. Je vais faire 250 pièces par semaine. Après ça, j'ai été un bon 2-3 ans sur la route, où ce que j'ai fait tous des petits territoires. J'avais eu l'opportunité d'aller au Mexique. J'ai rempli mon coffre d'outils. Puis quand je suis revenu à Montréal, 3 ans plus mature, 3 ans plus vieux, à 21 ans, c'était des bonnes années pour moi. Ça a été à partir de 21 ans, je te dirais que ma carrière est partie au Québec, là. Puis c'est là qu'on est mis en équipe, moi et Raymond. On a commencé à être en équipe, moi et Raymond, puis on a fait le plus beau temps en équipe. La lutte au Québec est encore très populaire dans les années 80, qui va être la dernière grande époque, en fait, ici au Québec. Et ce sont les débuts d'Armand Rougeau. Mais c'est surtout la réunion des frères Raymond et Jacques. C'est l'apogée de la popularité des frères Rougeau. Mon frère Raymond et moi, quand on rentrait dans l'arène, on se connaissait par cœur. La chimie était naturelle entre mon frère Jacques et moi sur le ring. Il est parti devant Jacques Rougeau. Et boum! Et là, Diamond! La marque superbe de Jacques Rougeau. Mon frère avait un style un peu plus de voltigeur, plus spectaculaire. Moi, j'avais un style un peu plus robuste, un peu solide. Et voilà! Et quand tu mets les deux, un par-dessus l'autre, ça fait une paire que on n'était pas touchables. C'était pas gênant là, de les mettre sur la carte, là, parce que c'était tout le temps des bons combats, puis les gens les appréciaient. On connectait avec les gens connectaient avec nous, et puis on a monté directement au sommet de la scène par équipe. On avait fait une monture où ce que on commençait la première fois au Forum de Montréal, on les rencontrait, et puis
avant que le combat commence. Precious avait arrivé devant moi comme ça, puis pour un petit peu m'agacer avant le combat, puis là, il est arrivé avec son doigt dans ma face, puis moi, j'avais du toast-tout, puis elle avait pris la canne de spray, puis elle m'avait jeté du spray dans mes yeux. Puis elle m'avait aveuglé. Pas pour le vrai, là. Elle m'avait aveuglé, là. Puis là, j'ai tombé à terre, puis je criais, puis je souffrais. Oui, tête à Raymond Rougeau, les deux Garvin. Puis là, pendant ce temps-là, mon frère Raymond il est venu pour se battre avec les deux Garvin, mais il ne faut pas avoir le meilleur des deux. Mon père embarqué dans l'arène, puis il n'a mangé une maudite, lui, avec. Et là, on malmène le Jacques Rougeau-Père. Et comment? Double souplesse. Ça, c'est l'un des épisodes de la guerre des Rougeau contre les Garvin. Il en a subi toute une. Là, il est glissé sur la civière. On a vu un combat retour après. Et puis on a fait salle combo au Forum de Montréal. C'était à guichet fermé. Et je peux dire, l'intensité de la foule, les gens criaient tellement fort pour ce match-là, ça distorsionnait le son dans les oreilles. C'est un des meilleurs combats que j'ai jamais vu à Montréal. Les gens y en parlent encore aujourd'hui. Tout était à son apogée, tout était à point. Les styles aussi, parce que c'est les styles qui font les combats. Le style des Garvin, le style des Rougeau. On sortait le meilleur des Garvin, ils sortaient le meilleur des Rougeau. T'avais une recette gagnante. Jacques Père, lui, est visiblement satisfait du comportement des fiches. Bien oui, ils ont fait une boucherie de Ronnie Garvin. Le troisième Rougeau, c'était Armand. C'est un gars plus renfermé que les autres. Puis dans la lutte, comme n'importe quoi, il faut que vous éclatez, là. C'était pas le genre d'Armand. J'avais commencé à l'entraîner, puis j'avais demandé si ça t'intéresserait pas de faire carrière dans la lutte, pis ça. Il disait, ah, j'aimerais ça. Je l'ai entraîné pendant 2 ans. Il m'a fait regagner ma confiance, puis il a dit, t'es capable de faire n'importe quoi, parce que tu as le courage de le faire. Puis quand j'ai embarqué dedans, mais là, j'ai jamais redébarqué. J'avais réussi à comprendre que j'étais capable d'embarquer dans la même gamme que la famille Rougeau, que j'avais pas cru jeune. Quand j'ai commencé, c'est sûr, à Montréal, la pression était ultra forte. Un autre Rougeau, écoute, le standing était rendu déjà très haut. Des fois, j'aurais voulu changer mon nom pour avoir moins d'attente du monde. Je ne peux pas dire que ça n'a pas été dur, mais le nom il était dur à porter, mais je pense qu'on l'a eu. La carrière d'Armand a été très courte, une carrière qui a été minée par des blessures au dos. Et s'il n'avait pas été blessé, bien, probablement qu'il aurait eu une chance d'aller à la WWF plus longtemps avec ses 2 frères. Après ça, j'ai regagné ma vie moi-même. Je peux dire que, au bout de la ligne, j'ai réussi. Mon oncle Jean est décédé en mai 1983, à l'âge de 53 ans. Ça a été un dur coup pour la famille, parce qu'il était, on peut dire, je ne veux pas dire le patriarche, mais ça a été celui qui avait été à l'avant-plan du nom Rougeau tout au long de nos carrières. C'est pour mon père que ça a été le pire. Il était 2 frères, alors il perdait son frère unique. Il a été frère, ami, confident, partenaires, ils ont été tous ces 2-là ensemble. Puis de le perdre si jeune, mon père l'a pris très difficilement. Et ça a été, et encore aujourd'hui, quand il parle de son frère, il est encore très ému. Voyage à travers de la province pour mes one-man shows. Je me souviens, depuis l'âge du tout petit âge que j'avais 4-5 ans, puis divertir le monde, j'aimais ça. Monsieur Jacques Rougeau! Bonsoir tout le monde! Mais nous autres, on est 4 générations dans la famille. Puis ça a commencé avec Eddie Auger, mon grand-oncle. Je reparle encore des Rougeaux. Puis je reviens sur ma vie, puis la lutte, puis parce que tu sais, moi, la lutte, je vais mourir, moi, dans une arène de lutte. Je suis allé chercher les parties les plus croustillantes de ma vie. Moi et Raymond, on a fait nos débuts en 85. Le premier match qu'on fait dans WWF, c'était à Sydney, en Australie. Lorsque la WWF est arrivée au Québec au milieu des années 80, les premiers lutteurs québécois qui ont signé, c'était les Rougeaux.
principalement grâce à la grande popularité qu'ils avaient auprès des fans. Et ils ont connu une carrière en équipe à 2 volets. Ils ont été les gentils, les bons frères Rougeau lorsqu'ils ont commencé. Et par la suite, sont devenus les Fabulous Rougeau Brothers, qui étaient la version méchante des frères Rougeau avec leur petit drapeau des États-Unis et qui étaient hués partout dans le monde, sauf au Québec. On s'est posé beaucoup de questions, Raymond et moi, avant de faire ça, parce qu'on pensait aux Québécois. On pensait à le nom Rougeau, qui était des bons, les baby boomers, puis tout le monde qui connaissait la famille Rougeau, ça n'a jamais été des cochons. On se disait même, mon oncle Jean, il devait tourner dans sa tombe. Dans la lutte, il faut que tu sois très aimé ou très détesté si tu veux connaître du succès. Il voulait pas avoir 2 Québécois qui étaient des héros. La moitié des Américains nous aimaient, l'autre moitié qui voulait qu'on retourne au Québec. Si on leur a donné le moindrement de raison, bien là, ils vont nous haïr pour la peine. Ça serait profitable pour nous. On est devenu l'équipe la plus détestée à la WWF. Fait que ça a été une belle période. Tu prends cette popularité-là francophone locale, tu l'ajoutes à Hogan, à Mr. Wonderful, à Piper, à Demolition, puis les deux ensemble, c'est une recette incroyable. On était reconnus mondialement. Une notoriété qui est en train de se faire. On devenait plus populaire que mon oncle Jean puis mon père. Mon père a toujours été fier de ça. Il dit, vous avez su élever le nom encore à un plus grand horizon que ce qu'on a pu faire à l'époque. On a amené le nom Rougeau planétaire. Quand j'étais à la WWF, je venais chez nous 5 jours par mois. J'étais dans des jets 25 jours par mois. T'sais, on se traitait de zombies, les gars. On faisait 25 jours par mois collés. C'était pénible comme vie. Les 3 ans que j'ai lutté à la WWF, j'ai été blessé plus que les 15 ans avant. T'es assis avant d'embarquer, là, avant d'aller sur le ring, la sueur te coule parce que ça fait mal. On a accepté d'être dans cette position-là. Tu voulais récolter, tu voulais devenir populaire, tu avais des sacrifices à faire. C'est un monde qui est très macho. Il y a des égos à l'occasion surgonflés, des tempéraments qui sont assez explosifs. Il faut que tu te fasses respecter. Un lutteur qui se fait pas respecter, il survivra pas. Puis embarquer avec ces gars-là, qui étaient des gars qui étaient ses drogues, qui étaient sa cocaïne, ses stéroïdes, c'était... On était pas bien dans notre peau. Les Bulldogs, ils avaient la réputation d'être des bullies. Puis surtout Dynamite, qui faisait des mauvais coups tout le temps. Et puis, il intimidait beaucoup de gens. Après avoir fait ça à plusieurs lutteurs, puis avoir cassé le caractère et le moral de plusieurs lutteurs qui ont lâché, ils ont décidé de s'en prendre à moi. Puis Dynamite Kid est arrivé, puis il est rentré par en arrière, puis là... Là, il commençait à l'insulter. Mon frère, on ne comprend rien. Moi non plus, là, ça arrive de nulle part. Quand moi, je suis arrivé dans le territoire là-bas, c'est parce qu'ils en ont sorti un, là. Puis là, parce qu'on peut être juste un certain nombre. Fait que le gars qui ont sorti, c'est peut-être le chum d'un d'eux autres, là. Fait qu'eux autres, ils veulent nous faire la vie dure pour nous sortir de là pour que leur chum puisse revenir. Il y avait un gros monde de jalousie là-dedans, puis c'était une jungle. La WWF, c'était une jungle. Je me suis ramassé dans le vestiaire à terre, dans un rond de sang. À peu près gros comme ça. Puis là, je me rappelle, je couchais à terre, puis là, je mangeais des coups de botte d'en face supposés. On ne rappelle pas de ce bout-là. Mais là, je me lève la tête, puis je vois un paquet de lutteurs qui sont là, puis ils rient tout. Puis ils me regardent, puis ils rient. Parce que le bulldog est pas loin, puis ils me regardent, puis ils rient. Fait que quand le bulldog est rit, les gars rient. Moi, personnellement, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai tombé dans un traumatisme sévère. Est-ce que je veux continuer ça dans ma vie, moi? Ce métier-là. Il me semble que c'était arrangé, la lutte. Puis le 3e soir que j'étais assis dans le vestiaire, quand ma vie a tourné, j'étais assis dans le vestiaire, puis par pur hasard, j'avais ramassé un livre à l'aéroport de Chicago le lendemain, un livre de vengeance. J'avais ramassé ça, mais je sais même pas pourquoi, mais j'avais ramassé ça. J'avais déjà mis mon pied à terre dans ma tête. Ça m'a pris 3-4 jours à me décider, mais quand je me suis décidé. Mon frère Raymond, et lui, il était content. Je te parlais de respect, puis si tu fais rien, tu finis, là. Tu vas t'en aller chez vous, là. Il était assez content parce qu'il avait assez peur que je lâche la lutte. Puis il avait assez peur que le nom Rougeau s'en aille comme des losers, puis tout. Il y avait toute la réputation de la famille qui était derrière ça. Là. Mon père avait fait sa réputation à l'époque, qui était reconnu comme un homme qui se faisait respecter. Moi, j'étais un artiste. Moi, j'étais un athlète, un acrobate. J'ai tous les qualificatifs pour être un lutteur. Mais je suis pas un batailleur de rue. Puis je suis pas... je ne vis pas là-dessus. Le dimanche soir,
Je pogne le téléphone, puis j'appelle mon père. Et il dit, pogne-toi un rouleau de 30 sous. Puis il dit, mec, tu le frappes, mets le rouleau de 30 sous dans tes mains, puis il dit, frappe pour le tuer. J'ai pas dormi de la semaine. J'ai pas dormi pantoute le dimanche soir. Je peux vous dire, pas pantoute. J'avais perdu 10 livres dans l'espace d'une semaine. Je vomissais souvent quand je pensais à ce qui était pour arriver parce que j'avais peur. Et je m'en rappelle plus. J'étais stressé, vous n'avez pas idée, là. Mais ils me mettaient dans un champ de bataille, dans un vrai combat dans ma vie, que c'était contre un bully, à pour ça, un tough, un malade, un gars. On arrive à 10 h le matin, puis lui, là, pour m'intimider encore plus, là, le cave, il a décidé de me coller. Je me suis levé à la tête, puis je l'ai regardé depuis une semaine. Je l'ai regardé collé dans les yeux. Pow! D'un dent avec le rouleau de 30 sous. Il y a 4 dents qui ont parti d'une shot. J'étais là, présent, puis c'est une des seules fois où j'ai vu une vraie bataille de proches. Quand je l'ai frappé, là, il faut que je vous explique quelque chose. Tu sais, les films d'horreur qu'on voit, là, où ce que le sang pisse partout, là, puis on regarde ça, c'est vrai. Je vous le dis que c'est vrai. C'est sûr que le respect qu'il y a eu des autres gars, autant qu'ils étaient intimidés, autant que les autres qui avaient peur d'être intimidés. Et c'est évident que Dynamite Kid, de son bord, ça a changé des choses, là. Ça l'a cassé moralement. Et puis, il avait perdu la face. Après ça, on sait, sa carrière, ça a dégringolé, puis sa vie a tout dégringolé. Ça a été un point tournant dans sa vie. C'est simple, j'aurais pu être un McFly dans Back to the Future, où je suis devenu Jacques Rougeau, le gars qui cherche jamais le trouble dans la vie, mais qui se respecte. Puis j'ai sauvé la famille Rougeau. Puis je veux pas jouer au héros, parce que moi, je me reconnais pas dans cette histoire-là. J'ai été intimidé. À 250 livres, 6 pieds 3, été intimidé. Fait que personne n'est à l'épreuve de ça. Hey! J'ai commencé des conférences il y a 10 ans dans les écoles, c'est intimidation, puis je partage ça, puis je partage pas cette histoire-là, parce que tu peux pas parler des rouleaux de 30 sous aux étudiants à l'école pour régler ça, ça marche pas. Mais j'ai trouvé des sketchs puis des manières pour expliquer l'intimidation. Mais à cause vous y avez tapé dans le dos, puis vous l'avez encouragé, il va s'en retourner chez eux, puis il va avoir de l'espoir. C'est vous qui allez y avoir donné.